On est en train d'ajuster les réglages son ici pour ne pas que ça tape trop D'accord. fort. Alors, le son est bon, la vidéo est en train d'arriver. Oui, donc si vous avez des commentaires, que ce soit ici dans la salle ou pour ceux qui nous suivent en direct sur Facebook, vous pouvez nous laisser vos questions en utilisant le hashtag CaféNLG, bien sûr. Christelle, vous êtes sur écran et vous avez maintenant la parole. Bonsoir tout le monde. Donc je vais peut-être commencer par me présenter. Et d'abord, j'ai été très contente de cette première intervention et de l'introduction qui disait déjà beaucoup de choses. Donc je fais partie de ces femmes qui ont entrepris dans la sextech, puisque j'ai créé il y a 3 ans maintenant une entreprise qui a développé un service qui s'appelle Bisensory et qui propose de la littérature érotique connectée à un sextoy, donc qui s'appelle le Little Bird, et qui est un sextoy qui du coup est synchronisé à ces livres-là et qui se déclenche en fonction de ce qui est lu et de l'intensité érotique de l'histoire. Alors bien sûr, il permet aussi de jouer à deux, de donner le contrôle à son partenaire et aussi de s'envoyer des sextos vibrants. Donc l'idée de départ était vraiment dans cette recherche d'imaginer des nouvelles expériences numériques sensorielles. Donc j'avais travaillé avant sur les thématiques du livre enrichi mais du livre papier. Et beaucoup de gens me disaient à l'époque, il y a 4 ans, avant, je ne lirai jamais en numérique parce que je ne veux pas perdre le contact avec l'objet livre, avec l'odeur, le papier, voilà, ce que je pouvais comprendre. Mais on est tous amenés à consommer de plus en plus de contenu numérique. Et donc je me suis dit, tiens, on a entendu parler dans la précédente intervention de combinaisons haptiques qui peuvent donner des sensations, d'objets connectés. Enfin, on faisait beaucoup d'avancées dans ce type d'objet. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être intéressant de se poser la question de comment, à partir de maintenant, quand on va consommer un contenu numérique, du coup, qui est dématérialisé, on va pouvoir recréer des sensations, du coup, pour lui redonner une matérialité, une réalité physique, et puis surtout, effectivement, rendre ces expériences de lecture plus immersives, parce qu'on le sait, plus on a de sens sollicités, plus les expériences sont fortes. Donc j'ai commencé à travailler sur le concept de lecture numérique sensorielle, et puis après, il a fallu que je me dise, tiens, quel va être le premier domaine d'application. Et comme beaucoup de domaines, forcément, le premier secteur qui innove toujours par rapport aux nouvelles technologies, c'est le sexe ou l'érotisme. Et ça paraissait assez évident, parce que d'un point de vue très pragmatique, il y avait vraiment un succès de la littérature érotique, ou plutôt de la romance érotique avec Fifty Shades of Grey. Donc une prise aussi de parole de plus en plus forte des femmes sur ce registre-là. Et puis parce que par définition, cette littérature-là, elle est faite pour donner des sensations. Et donc l'idée, c'était de se dire, on va pouvoir aller plus loin dans le jeu et transformer les émotions des lecteurs, des lectrices en sensations, et voilà, proposer une expérience de lecture différente, amplifiée, encore plus ludique. Donc c'est comme ça qu'est né le projet. Très honnêtement, au départ, je pensais que ce serait beaucoup plus simple. Je pensais qu'on parlait là d'un concept qui est quand même assez soft, puisque la littérature érotique, ça fait longtemps qu'elle existe, et les sextoys ont aussi toujours existé. Et en fait pas du tout. Donc c'est pour ça aussi que je suis ravie d'être avec vous et de voir qu'on multiplie les occasions et les événements, notamment à Liège, parce que je suis venue il n'y a pas très longtemps déjà parler de sextech dans un pécha-coucha, et c'est important d'en parler parce que on a l'impression d'être très très libre, et en fait on est dans un monde où on ne l'est pas tant que ça, et peut-être même qui régresse au niveau des libertés individuelles, et sous des airs comme ça de sujets peut-être des fois un peu frivoles ou liés juste à la sexualité, se cachent derrière des thématiques qui sont beaucoup plus importantes, des vraies thématiques de société, voilà, d'éducation, d'accès au plaisir, de liberté des corps, de nos libertés à nous. Et c'est pour l'avoir vécu, et je peut-être répondrai aussi à vos questions après, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de vouloir innover dans ce domaine-là, en tout cas en France. Cindy Gallop a effectivement une pionnière dans le domaine, mais elle est aux États-Unis. Et bizarrement, même si beaucoup de gens vont nous dire, oui, mais les États-Unis, les Américains sont beaucoup plus puritains, certes, on ne verra pas de seins dans une série télé ou dans un film. Les filles seront toujours avec leur soutien-gorge, mais la religion suprême, ça reste le business. Et comme tout le monde sait que ce marché-là
Juste pour vous donner une idée, le marché du sextoy, c'est 22 milliards de dollars. Donc tout le monde sait qu'il y a un vrai marché et donc voilà, on peut en parler beaucoup plus calmement que ce qu'on peut faire avancer les choses en France. Donc voilà, je suis aussi très contente d'entendre quand on présente le sujet aussi, maintenant qu'on arrive à parler de la sextech de manière très positive et pas uniquement de manière anxiogène par rapport aux robots, par rapport à toutes les peurs qu'ont encore beaucoup de personnes sur le fait que ça va tout remplacer, qu'on va arrêter, on va perdre l'humanité parce qu'on on va arrêter de s'aimer, de se reproduire parce qu'on va tous nous remplacer par des robots ou du plastique, et que sur le sujet de la sextech, moi vois plein de côtés très positifs de multiplication, voilà, des possibilités, un enrichissement des pratiques, une meilleure connaissance de soi, beaucoup de choses à faire dans l'éducation. Le fait aussi, voilà, d'avoir beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Effectivement, on peut avoir des expériences et pourquoi pas changer de sexe de manière virtuelle pour être à la place de l'autre. Aussi de pouvoir enfin s'adresser à des populations qui sont souvent restées effectivement très en dehors de la sexualité, notamment les personnes handicapées, parce que rien n'était fait pour eux. Donc un robot, ça peut être très anxiogène, mais demain, ça peut aussi remplacer un assistant sexuel, comme certains pays comme la France, où c'est des métiers qui ne sont pas reconnus parce que c'est assimilé à de la prostitution. Donc, c'est vraiment intéressant d'en parler, de se poser aussi vraiment des questions. Et sur ce sujet-là aussi, par rapport, attendez, excusez-moi, c'est un peu brouillon, mais les idées viennent comme ça, sur la liberté individuelle. Pour vous donner quelques exemples sur la complexité d'entreprendre sur ce sujet-là, on parlait des financements. C'est extrêmement compliqué. Effectivement, beaucoup d'investisseurs nous ont dit je ne veux pas assimiler mon image à de la pornographie. Alors, ce qu'on fait n'est pas de la pornographie. Je dérangeais beaucoup d'investisseurs parce que malheureusement, dans les gens, les boards et les gens des comités d'investissement, souvent il n'y avait que des hommes. Donc, s'il y avait eu des femmes, je pense qu'on ne m'aurait peut-être pas dit oui, ou j'aurais peut-être pas mieux réussi, mais en tout cas, la nature des échanges aurait été différente. J'aurais sans doute pas eu les mêmes questions. C'est compliqué des fois de trouver des partenaires industriels parce que tout le monde ne veut pas faire du sextoy dans son usine. Même certaines boîtes de marketing ne veulent pas travailler avec nous. On ne peut pas faire de publicité sur les réseaux sociaux parce que c'est interdit. On a des freins en fait à peu près sur tous les sujets, encore plus que j'ai envie de les startups qui sont dans des autres domaines. Innover, ça coûte beaucoup d'argent, donc si vous n'avez pas l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est compliqué. Donc il y a vraiment un problème aussi de mentalité. La semaine dernière encore, alors que ça fait maintenant 2 ans que le produit existe, nos applications, la mise à jour a été bloquée par Apple et notre application sur Android a été carrément supprimée du store, donc il a fallu qu'on refasse une nouvelle version un peu dégradé puisqu'on n'a pas accès directement au livre alors qu'avant on y avait parce qu'on nous dit bah oui mais les contenus érotiques voilà bah ça non c'est interdit, et donc ça pose de vraies questions parce que demain ces géants là qui font la pluie et le beau temps sur quelles sont les applications qu'on peut charger sur nos téléphones, même s'il y a quelques solutions alternatives, ça me pose des vraies questions sur quel monde et quelle sexualité est sur les possibles et sur l'évolution de la sextech. Donc voilà, et sur le côté, effectivement, c'est un business de femmes et c'est bien parce qu'on est dans un moment où les femmes prennent de plus en plus la parole et elles sont en train, avec les sextech aussi, de reprendre le contrôle de leur sexualité. Donc ça, c'est aussi pour moi extrêmement important et c'était quelque chose de fondateur dans Be Sensory parce que ça a été tellement un parcours du combattant que le côté vraiment militant et féministe a pris le pas et que c'est des valeurs qu'on a vraiment défendues en créant effectivement un service qui était fait par une femme pour les femmes avec ce côté vraiment d'association de la lecture, donc de l'imaginaire érotique aussi. À l'inverse du porno, on en parlait, j'ai rien contre le porno, mais c'est vrai que l'avantage de la littérature, c'est que les images ne sont pas imposées. Donc voilà, ça fait vraiment travailler le désir et l'imaginaire érotique. Et je trouvais ça très intéressant de se dire qu'on pouvait faire ça avec le numérique. Remettre aussi au goût du jour les échanges comme un peu des relations épistolaires, nouvelle version, en s'envoyant des sextos vibrants. Je trouvais ça aussi bien parce qu'on peut être effectivement de plus en plus loin, mais aussi de plus en plus proche grâce à ces outils numériques, y compris voilà, dans le domaine du plaisir. Et puis, le fait de le penser pour les femmes aussi nous implique en fait de faire aussi des choix différents d'un point de vue technique. C'est-à-dire que par rapport à certains de nos concurrents, je peux donner juste un exemple.
On a fait très attention à la manière dont on se connecte avec Littlebird et son compte. Donc, les échanges sont sécurisés et un Littlebird ne peut être associé qu'à un seul compte. Ce qui n'est pas le cas de certains toys concurrents où finalement le Bluetooth est un peu en open bar et quelqu'un qui ne vous connaîtrait pas, s'il repère votre toy, pourrait prendre la main dessus, ce qui peut être assez désagréable parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir des vibrations qui viennent d'un inconnu, ou ça peut être un choix, peu importe. Mais voilà, l'idée c'était que ça soit la femme qui porte le Littlebird et qui puisse choisir et qui puisse donner la main à son partenaire, et qu'on soit pas dans tous ces toys ou sur la boîte, finalement, même si le toy est porté par une femme, c'est monsieur, en fait, l'important c'est le plaisir de monsieur qui garde le contrôle. Voilà. Alors c'est que quelques petits exemples, mais qui montrent bien aussi pourquoi c'est important que les femmes s'emparent du sujet, parce que ça va changer aussi les services, ça change les produits. Euh, on voit aussi beaucoup de produits arriver. Il y a juste quelque chose avec lequel je ne suis pas forcément d'accord avec Cindy Gallop, c'est sur le vocabulaire. Est-ce que c'est mieux de dire love tech et sex tech parce que c'est plus politiquement correct et que ça va mieux passer? Moi, je suis pas forcément convaincue. Je pense qu'il faut, si on veut progresser, justement, il faut qu'on arrive à se parler des choses en utilisant les bons mots, pas forcément de choisir un vocabulaire plus édulcoré. Mais voilà. En gros, un peu mon parcours et mon expérience bisensory. Et comme je serai pas là après, peut-être que ce qui est intéressant, c'est s'il y a, je sais pas, des réactions ou des questions sur le temps qui me reste. Mais moi, de mon côté, j'ai déjà une première réaction. Vous avez donné pas mal Ouais. d'éléments négatifs. Et donc, la question qui me vient directement, c'est comment est-ce que vous avez fait pour contourner tous ces obstacles? D'abord, parlons du financement. Donc, vous avez dû vous lancer. Vous avez dit que trouver des VC qui étaient à même d'accepter de vous financer, c'était très compliqué. Comment est-ce que vous avez fait pour vous lancer alors? Alors moi, j'avais la chance d'avoir une base de projets qui était beaucoup plus large que juste la partie érotique, puisque le concept de lecture numérique sensorielle, il était beaucoup plus large. Donc en fait, sur certaines parties, j'ai pu trouver des financements. Par contre, j'ai trouvé un seul fonds et aucun gros fonds. Et donc ça a quand même vraiment freiné notre développement. Le crowdfunding, on a aussi essayé, mais en France, ça n'a pas marché, parce que le principe du crowdfunding, c'est d'être viralisé. Sauf que en France, quand vous commandez en pré-vente un sextoy connecté, en fait, vous ne le partagez pas sur votre mur Facebook ou votre page Twitter, vous ne le dites pas, donc ça freine vraiment le processus. Donc, on a trouvé des solutions. Maintenant, c'est très dur. Hein. On n'a pas réussi vraiment sur ce point-là parce qu'il faut des investissements énormes. Pour vous juste donner une idée, pour se rendre compte parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais finalement, il n'y a pas tant d'innovation ça dans la sextech. Quand on veut faire un nouveau sextoy, un moule, ça coûte 50 000 euros. Une certification pour être sur le marché, ça coûte 30 000 euros. Donc, vous jetez tous les coûts, vous n'avez pas commencé à faire quoi que ce soit, que déjà, vous avez à peu près déjà 100 000 euros, 150 000 euros de coûts de fixe incontournables. Donc, voilà, c'est rapidement des sommes assez importantes. Donc, effectivement, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc aujourd'hui, si j'avais un choix à faire, malheureusement, je prendrais mon idée au tout début et j'irai investir ailleurs. Enfin, en tout cas, j'irai présenter mon projet ailleurs, dans des zones où effectivement on sait que le sexe est un business, où on est un petit peu moins frileux. Je ne me mettrais pas la contrainte de vouloir faire un produit quasiment made in France, parce que ça, c'était aussi une erreur stratégique. Ou alors, et peut-être que je ferais comme certains des concurrents, c'est-à-dire de choisir le domaine du sextoy où on présente un argument très santé, puisqu'aujourd'hui, si vous faites un sextoy, vous n'avez pas le droit de faire de la publicité sur les réseaux sociaux et vous avez du mal à être financé, mais si vous faites un toy qui est un outil pour des exercices pour muscler le périnée. Alors là, vous êtes dans le domaine de la santé, donc ça, c'est finançable. Vous trouvez des fonds d'investissement, vous pouvez faire de la publicité sur Facebook. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont facilitées. Voilà, c'est pas le choix que j'avais fait, puisque moi, je voulais vraiment être dans cette notion de plaisir. Donc, je pense que ça va s'arranger. C'est pour ça que c'est important de parler de la sextech. La sextech, elle est en train aussi de se constituer avec des réseaux, avec des associations, avec des gens comme Cindy Gallop ou Brian Nicole, le Future of Sex, qui prennent la parole de plus en plus, avec des hackathons un peu partout dans le monde, à New York, en France, voilà, de gens
qui se fédèrent pour montrer que c'est un vrai secteur d'innovation, pas qu'avec des sextoys ou de la pornographie, mais voilà, avec des projets intéressants dont on en parlait dans le domaine de handicap ou de l'éducation, et que c'est aussi un secteur sur lequel c'est des vrais entrepreneurs, parce que j'ai entendu aussi dans la précédente intervention que les hommes, alors c'est vrai que moi j'ai eu un problème, quand on est une femme, ça pose parfois des problèmes de porter une image de quelqu'un qui innove dans le plaisir et qui développe un sextoy. Donc voilà, je vous laisse imaginer un certain nombre de comportements, mais c'est vrai que plusieurs fois on m'a dit mais que j'aurais vraiment réussi à rien faire si j'avais été un homme parce qu'on m'aurait pris pour un gros pervers. Donc voilà, ça reste compliqué parce qu'il y a des préjugés, il y en a des deux bords. Donc voilà, il faudra le construire ensemble. Donc je suis très très optimiste sur tout ce que le secteur peut amener. Je suis vraiment persuadée que c'est un secteur d'avenir et qui va nous amener à tous beaucoup de plaisir supplémentaire, beaucoup voilà, ça va être très très riche en termes d'expérience. Voilà. Après, sur le moment, je suis pas sûre que par exemple en France, on soit un pays qui soit vraiment prêt pour accueillir ça pour plein de raisons de financement, de législation, de mentalité. Mais c'est aussi ça qui est intéressant quand on porte ce type de projet, c'est de se dire qu'au-delà des entreprises et des business, on essaye aussi de faire bouger des lignes et de faire changer les choses et les mentalités. Et c'est ça qui fait que nos entreprises, enfin, nos aventures entrepreneuriales, elles ont encore plus de sens. C'est-à-dire que me lever le matin pour faire un énième sextoy, ça ne m'intéresse pas, mais me lever le matin pour militer pour le plaisir féminin, pour plus d'égalité, pour que globalement il y ait une ouverture d'esprit plus large, oui, ça me motive et c'est ça qui fait que chaque fois que j'ai pris des coups, je me suis relevée en me leur montrant que j'étais suffisamment têtue et que voilà, on allait essayer de poursuivre le combat. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée comme ça de l'importance du marché en France, quelques chiffres clés qui pourraient éclairer par rapport à votre difficulté et la part des femmes qui sont présentes dans ce secteur d'activité? Est-ce que vous avez des chiffres à donner? Non, alors on n'a pas vraiment de chiffres de la sextech, enfin, Dorsel affiche des millions d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est un secteur où on n'aura pas vraiment de données. Et en France, des entreprises, alors effectivement, on peut mettre plein de choses dans la sextech. Sur celles que je connais, enfin, qui seraient plus dans mon domaine, des objets connectés, il n'y en a pas pour l'instant. En tout cas, à part Bisensory et le Little Bird qu'on a fait pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres projets. Il y a sans doute des choses en préparation. Enfin, s'il y a un projet justement qui s'appelle Elvi, qui est une sonde pour le périnée, qui est créé par une jeune femme et qui a été financé par un fonds spécialisé dans la santé. Voilà, je sais qu'en Espagne, une jeune femme aussi fait récemment une levée de fonds, pareil pour un toy pour le périnée de plus de 2 millions d'euros. Voilà, des choses qui commencent à bouger, mais souvent, enfin pour l'instant, ça bouge sur des projets qui sont très normés et très santé. Ça reste encore extrêmement compliqué de faire financer des projets qui seraient dédiés uniquement sur le plaisir, un petit peu plus facilement si c'est sur le plaisir du couple, mais si c'est vraiment, on parle de plaisir solo ou de masturbation et encore plus féminine, ça reste encore vraiment tabou. Ouais. Donc il n'y a pas de mouvement structuré, vous ne cherchez pas à vous regrouper entre fabricants et personnes à même de porter l'idée d'une évolution des mœurs. Il n'y a pas cette sensibilité encore qui est présente, cette maturité. Alors, il y a une association qui s'appelle Technically Correct et qui a créé la première édition du Sextech Lab l'année dernière et qui prépare la deuxième, qui se crée avec cet objectif de promouvoir la sextech et tous les secteurs à l'avenir qui seront comme ça tabous, qui auront vraiment besoin qu'on parle d'eux pour les faire émerger, pour les faire exister. Des fabricants, non, parce que des fabricants, il n'y en a pas. La plupart sont des importateurs. On ne peut pas faire vraiment de silicone médical à bas coût pour du sextoy en France. Donc, tout l'intérieur est fait en France, mais le surmoulage est fait en Chine. Pour avoir recherché au départ à travailler avec quelqu'un qui existait déjà et qui avait déjà des toys, ça a été compliqué parce que tout le milieu est en phase de mutation. Donc, nous, on arrive avec des projets où on pense expérience utilisateur, où on pense business récurrent, parce que par exemple, moi, je savais que je ferais peu de marge sur l'objet, mais mon intérêt, c'était de faire en sorte que les expériences soient différentes à chaque fois qu'on lit un bouquin et du coup de gagner ma vie à long terme sur la vente des ouvrages. Donc, c'est pas le même business que de se dire, je vais chercher un
un toy en Chine le moins cher possible pour le revendre le plus cher possible et faire de la marge parce que je sais que je vais le vendre qu'une fois. Et c'est vrai que sur les partenaires que j'ai cherchés vraiment au démarrage, bah, ça n'a pas collé parce que voilà, moi je réfléchissais encore une fois vraiment cliente, expérience utilisateur, alors qu'en face on me parlait juste marge. Et voilà, mon premier fabricant que j'ai rencontré, il m'a dit, de toute façon, ça marchera jamais, les filles qui lisent sont des mal baisées. Et donc, je me suis dit que voilà, il y avait en plus un problème culturel et qu'on n'allait pas se comprendre. Donc, aujourd'hui, bah, cette mutation-là, elle n'est pas encore tout à fait opérée. J'ai un peu l'impression que c'est un peu comme dans l'industrie de la musique où voilà, on a vu arriver des choses, le mur est arrivé, puis finalement, c'est des nouveaux acteurs qui étaient vraiment issus du numérique, des technologies qui ont trouver enfin, voilà, les premiers business comme des Deezer ou autres. Et j'ai l'impression que dans le milieu de l'érotisme, ça va être un petit peu, un petit peu pareil. On sait qu'il y a des grandes mutations sur les usages. Par exemple, on parlait du porno. Aujourd'hui, quand vous interrogez la génération des millennials, regarder du porno qui leur paraît complètement fake, ça les intéresse plus. Ils ont envie de regarder du porno, mais en fait, ce qu'ils cherchent souvent, c'est des gens qui se filment et du porno amateur parce qu'en fait, ils ont envie de voir des choses qui sont dans la vraie vie. Donc voilà, bah, Justement, on donnait ouais, une statistique tout à l'heure, c'est Céline qui disait ouais. qu'en 2045, une estimation disait qu'un jeune sur 10 aurait déjà fait l'amour, le sexe avec un robot. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est une évolution qu'on ne devrait pas essayer de contrer? Parce que ça fait un peu peur. Où est le rapport humain? Où est la relation? Le sexe Oui, pour le mais sexe, ok. Mais... je- cet argument-là, on me l'oppose déjà, et beaucoup d'hommes me l'opposent déjà avec le sextoy en me disant, voilà, mais faut arrêter d'imaginer des sextoys, il faut arrêter de militer pour les toys féminins et le plaisir féminin, parce que sinon, nous, les hommes, à quoi on va servir? On va disparaître et on va jamais plus nous utiliser. Pour moi, c'est pas le bon discours. C'est-à-dire, plus nombreuses seront les femmes à utiliser des toys, plus elles seront nombreuses à se masturber, à connaître leur corps et à être bien dans leur basket, mieux elles seront avec les autres et tout le monde a y gagner. Je pense que, et c'est pas parce qu'on a accès aux toys qu'on n'a pas envie de faire l'amour, c'est pas des sexualités qui s'opposent, c'est des sexualités, des pratiques qui s'enrichissent. Voilà, je pense qu'avec les robots, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que aujourd'hui, ça multiplie les possibles. Je pense que ça, dans le domaine du handicap et de certaines personnes qui ne peuvent pas avoir accès à de la sexualité avec des vraies personnes, ça peut être une très bonne chose. Et pour le reste de la population, je suis pas sûre que il y a peut-être des gens qui vont l'essayer parce qu'il y aura une première expérience. Voilà, on va peut-être se dire ah, ça va être sûr, je veux le tenter. Et j'ai absolument aucune crainte sur le fait que ça ne le remplacera jamais, parce que ce qu'on peut avoir d'expérience sur un toy ou sur du sexe connecté, ou ça ne remplace jamais l'expérience qu'on peut avoir une personne. C'est différent. Pour moi, ça s'enrichit. Donc, je n'ai pas du tout ce côté anxiogène. Ce qu'on voit et ce qui nous angoisse souvent des pays d'Asie est aussi très lié à la culture. Et c'est des choses nous, on peut pas comprendre parce que il y a une spécialiste française qui s'appelle Agnès Jarre et elle écrit des choses vraiment intéressantes sur les robots. Pour eux, par exemple, au Japon, c'est pas anxiogène parce que ces poupées-là, en fait, elles ont une âme parce que tous les objets ont une âme. Donc, c'est pas comme nous, on les voit comme des choses un peu inertes. Mais donc, c'est vraiment du culturel. Et là, nous, on peut pas vraiment avoir les mêmes réflexions. Et donc, le côté anxiogène, on ne devrait pas l'avoir, en tout cas pas sur ces aspects-là. D'accord. Je vais me tourner vers la salle. Est-ce que vous avez des questions pour Christelle? Oui. Moi, la question, c'était la censure par rapport aux plateformes, la censure Internet. Moi, c'est ça qui m'interpelle. C'est-à-dire l'accès, OK, sextech, OK. Mais s'il y a une censure qui est gérée soit effectivement par Facebook, on ne peut pas mettre de photos, on ne peut pas dépasser certaines limites, mais s'il y a enfin, Google ou des gros groupes qui peuvent avoir ça en main, enfin, voilà, moi je me pose une question par rapport plutôt à cette censure. Mais c'est pour ça que c'est un vrai danger, parce que pour moi, vraiment des géants et qui commencent, qui ont vraiment actuellement la main sur et le pouvoir de décider sur ce qu'on doit voir, sur ce qu'on peut voir ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous le souhaitez,
le Little Bird, il est dans un magasin à Liège, là, chez Délicatessence. Vous pouvez aller voir aussi sur notre site, ce qu'on présente est très soft, on ne peut pas être choqué. Donc, quand on a fait des publicités sur Facebook, c'était juste de dire, voilà, lisez, vibrez. Donc ça, on n'a pas le droit parce qu'on on considère que c'est mal parce que on fait la promotion d'un service sexuel avec un objet et ça c'est interdit. En même temps, vous pouvez être harcelé toute la journée par des demandes de blondes venues de l'Est avec des gros seins qui vous posent tout et n'importe quoi. Ça passe. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Les applications, c'est pareil, ils peuvent faire la pluie et le beau temps. Ils contrôlent de plus en plus de choses, vos données. Enfin bon, c'est assez effrayant. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, pour les gens qui font de la sextech, que demain, il va falloir vraiment être intelligent et essayer de développer des choses parallèles. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne peut pas vraiment le faire, mais demain, j'imagine que on pourra avoir des web applications, donc sans passer par des applications qui nous permettront de contrôler le Bluetooth et un certain nombre de choses, parce que vraiment, pour nous, ça va être primordial de s'affranchir de ces magasins d'applications, parce que sinon, on ne sera plus jamais libre, ça c'est évident. Et deux, c'est aussi pour ça qu'on associe de plus en plus un sujet, je crois, dont vous avez parlé, la blockchain, avec la sextech, parce que ce sera aussi demain sans doute un des seuls moyens, un, de financer nos activités, et deux, aussi de donner l'accès à certains services, parce que les gens ont aussi envie d'anonymat. Mais c'est pour ça que je disais que c'est important, parce que pour la sextech, pour moi, est vraiment un sujet de société, parce que aujourd'hui, je trouve pas, enfin, ça me met vraiment, moi, très, très en colère sur un service comme Bisensory, d'avoir autant de censure et qu'un Google ou un Apple puisse me dire, mais non, ça c'est mal, alors que dans notre application, on a aussi des textes de littérature érotique du XVIIIe siècle et que enfin, j'estime que globalement, les gens sont suffisamment responsables pour savoir s'ils ont envie de télécharger une application, ouvrir une application, acheter un bouquin et le lire. Voilà, donc je pense qu'on devrait avoir cette liberté-là et aujourd'hui, on ne l'a plus vraiment et j'ai un peu peur qu'on l'ait de moins en moins. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Laurent. Micro. Voilà. Déjà, pardon, je suis un homme, donc voilà, pardon. Bravo, Laurent. Dans la première présentation, il y avait plein de dates. Et c'est très intéressant parce que moi, je dis qu'on est en 2018 et que la première possibilité de 2018, la technologie permet de prendre une seule photo de vous et de la coller sur un visage d'une scène porno. On remplace l'actrice par votre visage. Si ça, c'est possible en 2018, en 2035, c'est possible de prendre une seule photo de vous et d'en faire un objet, quoi. Qu'est-ce que vous pensez du danger que représente ce genre de choses? On est sur des domaines où on a besoin effectivement, de mettre des garde-fous, de légiférer, même sur les robots. C'est évident, il y a des choses qui me déplaisent dans les robots. Aujourd'hui, il y a effectivement des robots sexuels et des poupées qui sont programmés pour dire non. Et ça veut dire que finalement, les gens qui les utilisent, c'est un peu pour se mettre dans des situations de viol et de non-respect du consentement qui est quand même la base de la sexualité. Donc ça, effectivement, c'est gênant. Donc ça pose des vraies questions. Je n'ai pas forcément les solutions. On doit s'interroger. Mais ce n'est pas parce qu'on doit s'interroger qu'on doit aussi n'y voir que du mauvais et l'interdire. Sur ces sites-là, effectivement, sur le fait de changer les identités, on sait que ça existe. Demain, il y aura sans doute des moyens technologiques de le contrer. Je suis, par exemple, moi, pour demain, si on me dit, puisqu'on me l'a déjà demandé, si demain, il faut dire, OK, le site Bisensory, parce qu'il y a des livres érotique va être un site interdit aux moins de 18 ans et on va verrouiller l'accès par l'empreinte d'une carte bleue. Moi, personnellement, OK, ça me pose pas de problème, mais ça ne me posera pas de problème de le faire le jour où on considérera que mon business est comme un autre et que je galérerai pas pour trouver une banque, que je galérerai pas pour trouver un module de paiement, pour avoir un prêt, voilà, et que je pourrais être un entrepreneur comme les autres. C'est-à-dire que moi, je veux bien respecter les contraintes réglementaires à condition qu'à côté de ça, je puisse faire mon métier correctement. Donc oui, à chaque fois qu'il y a des évolutions, et dans tous les domaines, il y aura besoin de légiférer, de se poser un certain nombre de questions. Et c'est encore une fois, je fais partie des gens, c'est pas parce qu'on peut innover et qu'on peut tout faire qu'on doit tout faire. Mais voilà, il faut, c'est pas parce qu'il y a des choses qui nous déplaisent ou qui sont dangereuses que pour autant il faut pas y aller ou voilà. D'autres questions?
S'il n'y a plus de questions, moi j'ai juste... au début, Christelle, tu as dit... Il y a pas mal d'agences marketing qui ne veulent pas travailler avec toi. Eh bien, moi, sache que je propose des services de digital marketing. Donc, voilà. Moi, le produit m'intéresse. Donc, moi, je suis pas contre. Voilà. Poser une dernière question. Mais finalement, il aurait peut-être fallu que je vienne m'installer à Liège plutôt que de rester en France. Voilà. Je vais poser une dernière question à Christelle. C'est quel conseil est-ce qu'elle donnerait à des personnes qui souhaitent se lancer dans ce secteur d'activité que sont les sextech? Déjà, vous l'avez compris, de ne pas le faire en France. Donc ça, c'est Bienvenue sûr. à Liège. Et d'essayer de trouver, bon ça c'est un peu un conseil général pour les startups, mais que moi j'ai pas réussi à faire justement parce que j'étais pas au bon endroit, de lever beaucoup d'argent dès le départ, parce que il faut, comme on sait que c'est compliqué d'en lever, si on est tout le temps, après ça vient chercher de l'argent, on fait plus vraiment son métier. Je pense qu'il faut être vraiment convaincu du produit qu'on porte, parce que il faut un engagement. Enfin voilà, c'est pas neutre, on n'en a pas parlé, mais c'est pas neutre en termes d'image. Il faut pouvoir l'assumer vraiment, parce que des fois ça peut aller très loin, hein, c'est des insultes aussi sur les réseaux sociaux. Enfin, ça peut quand même être assez violent, donc il faut quand même être assez costaud. Voilà. Alors, porté par une femme, c'est sûr. Par contre, c'est comme tout. Enfin, pour moi, je suis vraiment féministe, sexe positive, mais pour moi, le féminisme, il se construit avec l'égalité, avec les hommes. Donc, quand je disais tout à l'heure que mon vrai problème, ça a été l'ego masculin, mais heureusement, les choses changent, et que j'ai aussi beaucoup d'hommes qui nous soutiennent et qui accompagnent le mouvement. Donc des équipes mixtes, mais voilà, puis d'essayer de trouver un incubateur. Enfin, souvent on commence par des incubateurs, mais d'essayer de trouver effectivement un environnement qui soit le plus sextech friendly, parce que comme on sait que l'aventure est dure, on a vraiment besoin de soutien. Donc bien réfléchir à là où on démarre. Et puis penser international, moi c'est l'étape que j'ai pas réussi à passer, faute d'argent, c'est-à-dire que on est sur une thématique qui concerne tout le monde partout. Moi, je disais souvent, ça serait vraiment un bon signe si demain Little Bird pouvait voler dans tous les pays de la planète, et que n'importe quelle femme dans n'importe quel pays puisse acheter librement un toy. C'est vrai qu'on verrait dans un monde idéal, on en est loin, mais c'est vrai que le potentiel du marché, il n'est pas du tout sur un seul pays ou à l'échelle européenne. Si on veut avoir des business qui marchent, il faut tout de suite penser international, donc penser à quelque chose qui soit assez scalable, en pensant aussi aux différences culturelles qui sont très très fortes sur le sujet. Eh bien, merci beaucoup, merci d'avoir participé, et puis je crois qu'on peut applaudir Christelle pour sa participation. Merci encore, bonne soirée. Bonne soirée. Alors, juste